Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Il est temps de s'intéresser avec nos vraies voix donc sur la situation dans l'Aude. Je vous le rappelle, nos trois vraies voix, Corinne Tapiro, Nathalie Lebas, Abdoulaye Kanté. Tout de suite le coup de projecteur. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. L'Aude reste sous la pression des reprises de feu. L'incendie ne progresse plus, mais les vents violents inquiètent les autorités publiques. 17 000 hectares ont brûlé dans le massif des Corbières. Les premiers éléments de l'enquête permettent désormais de révéler l'origine du feu. Il reste à déterminer si cela est à caractère volontaire ou involontaire. Quelle qu'en soit l'origine, le réchauffement climatique évoqué par les spécialistes demeure le facteur multiplicateur des immenses dégâts. Nous vous posons la question, la lutte contre le réchauffement climatique est-elle pour vous prioritaire, importante, secondaire, inutile? Et alors, bon, c'est une énorme surprise, mais qui dit peut-être plein de choses. Vous dites inutile à 78%, vous dites secondaire à 15%, vous dites importante à 4% et prioritaire à 3%. Avant d'en débattre, je voudrais faire le point précis sur la situation avec le lieutenant-colonel Éric Agrigné de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Merci lieutenant-colonel d'être avec nous, bonsoir. Bonsoir à vous. Quel est l'état de l'incendie au moment où on se parle, c'est-à-dire 18h42? Il n'est toujours pas fixé, ce feu? Non, il n'est toujours pas fixé. On reste et probablement on va rester à peu près dans une enveloppe désormais fixée aux alentours de 17 000 hectares. Pour autant, dans une enveloppe d'une telle conséquence, il y a encore des poches de végétation qui n'ont pas brûlé et qui, avec les vents tournants, vont probablement l'être dans la nuit et les jours qui suivent. Mais surtout, il y a un travail colossal à mener sur la périphérie, ce qu'on appelle les lisières, c'est-à-dire sur la frontière entre la partie brûlée et non brûlée. Ces 90 km de lisière doivent être traités méticuleusement au sol avec de l'eau, que ce soit par les airs, que ce soit par les terres, de manière à évacuer définitivement tout risque de reprise vers un autre massif qui, bien sûr, a été épargné. C'est logique et évident qu'il faut impérativement sécuriser cette enveloppe pour éviter toute reprise. C'est la raison pour laquelle un dispositif extrêmement conséquent est maintenu. On a toujours plus de 2000 pompiers sur le terrain et ça va encore être le cas pendant de nombreuses journées à partir d'aujourd'hui. L'idée d'avoir des renforts, alors souvent, hier on avait évoqué l'armée, souvent il est évoqué l'entente cordiale entre les pompiers de l'Union européenne. Est-ce que les renforts vont venir, vont vous aider, vous en avez besoin ? Vous savez, le dispositif actuellement engagé sur l'Aude est à la hauteur de ce feu gigantesque. Je ne sais pas si on imagine plus de 500 engins de lutte contre les feux de forêt engagés, plus de 2000 pompiers, toutes les collectivités qui sont mobilisées, bien évidemment sous l'autorité préfectorale, tous les services publics contribuent à la gestion de cette crise majeure. Oui. Et pour autant, il faut aussi réfléchir à ce qui se passe autour. Et le risque feu de forêt reste extrêmement élevé sur tous les départements de l'arc méditerranéen. C'est la raison pour laquelle il faut garder des troupes prêtes à intervenir dans le cadre de notre stratégie nationale d'attaque massive des feux naissants, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'un autre feu potentiellement très important puisse survenir n'importe où dans un autre département, voire dans le même. En fait, des Pyrénées-Orientales jusqu'à l'autre côté, les Alpes-Maritimes, tout l'arc méditerranéen. Bien entendu, le risque est très élevé depuis les Pyrénées-Orientales jusqu'au Var, en passant par le Vaucluse, le Gard, l'Hérault, etc. Bouches-du-Rhône, etc. Exactement. Le bilan des blessés chez vous, dans vos équipes, je rappelle, vous êtes le lieutenant-colonel Éric Agrigné de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. On faisait état de 13 blessés parmi vos équipes ? Oui, c'est ça. Donc, les 4 plus sérieusement blessés ont été causés par cet accident d'un véhicule 4x4 feu de forêt qui s'est retourné. L'un d'entre eux, le plus gravement blessé, est toujours hospitalisé à Toulouse. Les 3 autres qui étaient à bord du véhicule ont pu sortir le soir même après un contrôle médical. Donc ça, c'est rassurant. Le pronostic vital de ce blessé grave n'est pas engagé
engagé, mais il reste bien sûr sous observation et il est suivi en milieu hospitalier. Merci. Juste une dernière question, cher Éric Agrigné. On lance une petite consultation, mais qui est symbolique et sur l'importance du réchauffement climatique. Est-ce que, bien sûr, il y a une enquête en ce moment et on va s'apercevoir, comme très souvent, que c'est sans doute un geste humain, mais vous nous confirmez que ce réchauffement climatique vous rend la situation aujourd'hui très compliquée ? Ah ben c'est incontestable. Je vois pas comment on pourrait dire autre chose. 9 feux sur 10 sont d'origine humaine et aujourd'hui le réchauffement climatique est là. Il impacte directement l'environnement, il impacte directement la végétation. Il crée des conditions terribles pour ce type de feu. On a clairement une extension temporelle, puisque les feux peuvent démarrer, les grands feux peuvent démarrer dès le mois de mai, le mois de juin. On l'a déjà constaté et on le constatera de plus en plus et ils s'étendront plus tard dans la saison, c'est-à-dire jusqu'au mois de septembre, jusqu'au mois d'octobre même. Oui. Et puis surtout, ils généreront de la simultanéité, c'est-à-dire que ces grands feux qui étaient exceptionnels deviendront encore plus nombreux. C'est incontestable et c'est scientifiquement démontré. Merci beaucoup, lieutenant-colonel Éric Agrigné de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Et bien sûr, les vraies voix qui sont autour de moi et toute l'équipe de Sud Radio vous apportent tout notre soutien à toutes vos équipes, hommes et femmes, on le rappelle. Merci beaucoup. La lutte contre le réchauffement climatique est-elle pour vous ? C'est la question qu'on vous pose sur le compte X. Est-ce qu'elle est prioritaire ? Vous dites oui, mais à 3%. Est-ce qu'elle est importante ? Vous dites oui à 4%. Est-ce qu'elle est secondaire ? Vous dites oui à 15% et inutile à 78%. Il y a une vraie réflexion à mener parce que, encore une fois, le pompier, les études nous le prouvent. Mais ça veut dire quoi, Nathalie Lebas ? Ça veut dire que peut-être inutile parce qu'on est impuissant ? Alors, non, on n'est pas impuissant. Ce qu'il faut, c'est s'adapter. Il faut qu'on prenne des mesures pour s'adapter et que ça ne recommence pas. C'est évident qu'il y a un enjeu du réchauffement climatique. Quand aujourd'hui, on voit que le département du Nord est en vigilance renforcée sécheresse. Alors que vous êtes élu du Nord, on le rappelle. C'est véritablement un changement de paradigme. Donc oui, il y a des changements, mais il faut s'adapter. Il faut s'adapter sur les plantations. Il faut s'adapter aussi sur la gestion du bien commun. Ça a été dit tout à l'heure par le viticulteur. Avant, on allait débroussailler. Depuis quelques années, on voit des mairies qui nous expliquent qu'il ne faut plus débroussailler parce que les papillons sont contents quand il y a des hautes herbes. Oui, sauf que ça prend feu. Est-ce qu'on n'est pas en train de tomber dans le piège, Abdoulaye Kanté, qui est un piège politique autour du réchauffement climatique, où certains partis politiques se sont accaparés ce sujet en proposant des solutions qui semblaient décalées à certains Français? Est-ce qu'on n'est pas en train de payer ça? Parce que quand on dit que c'est inutile ou secondaire, c'est quand même c'est qu'en particulier. Fait, il y a la réalité et aussi il y a l'idéologie politique en fait. Donc ceux qui sont dans la réalité, ce sont ces femmes et des hommes qui vivent, on va dire, ces incendies, on va dire, je dirais pas quotidiennement, mais très souvent, et qu'ils ont l'impression que les décisions qui sont prises sont totalement, mais à des années-lumière de ce qui se passe. Donc quand on parle des moyens qui doivent être mis en place, et notamment, là vous le disiez très bien, le fauchage tardif qui justement est mis dans certaines communes où on se dit non, il faut laisser la nature pousser, etc. Mais dans la nature peut pas pousser, on peut pas laisser la nature pousser dans certains endroits où il peut avoir un risque potentiel d'incendie. Et c'est vrai qu'il faut être pragmatique, réaliste, et aussi sortir de cette posture en disant non, mais laissons la nature faire les choses. À un moment donné, il faut aussi qu'on se responsabilise. Le réchauffement climatique est une réalité, mais il faut aussi savoir l'expliquer aussi à ces personnes qui sont confrontées à ce genre de choses, et aussi à la question économique, parce que l'écologie, vous savez, c'est une question aussi qui ne parle pas forcément à des gens, ceux qui sont démunis, qui n'arrivent pas à se réchauffer, qui n'arrivent pas aussi à avoir les moyens de se réchauffer, de pouvoir avoir des isolants pour être protégés. Donc ça aussi, c'est une réalité où il faut que le politique prenne en compte ce qui se passe aussi dans ces endroits où ils sont confrontés à ces dangers. Corinne Tapiro, est-ce que le piège dans lequel on est tombé finalement, c'est que il y a eu une politisation de l'écologie et que l'écologie est devenue un mot politique avant que ce qu'il doit être, c'est-à-dire quand même un mot citoyen, non? Moi, je pense que l'écologie, comme l'éducation, ça doit être transversal à tous les partis politiques. Il ne doit pas y avoir une idéologie particulière. Il doit y avoir une volonté politique assise sur
des éléments purement scientifiques et pas par un groupement ou des gens qui ont été triés sur le volet. Je pense que les gens qui répondent ce qui a été répondu, on ne peut pas nier le réchauffement climatique, mais ils ont répondu parce qu'ils sont excédés de la façon dont on leur présente l'écologie aujourd'hui. Ils sont excédés de la façon dont on leur colle des interdits sur tout. Ils sont excédés de cette politique qui est plus extrême gauche que réellement écologiste. Donc il y a un vrai problème de fond. Alors, ça montre aussi la vous rupture. Vous êtes de droite, vous nous l'avez dit, ce qui n'est pas tant aussi que la droite s'approprie ces questions. Mais je suis désolée, le Grenelle de l'environnement, c'est la droite, c'est pas la gauche. Je suis désolée, c'était Nathalie Kosciusko-Morizet, c'était pas hier. On a fait pas mal de choses, on a beaucoup travaillé sur ces sujets et on continue à le faire. On n'a absolument aucun complexe et on n'a absolument pas d'ordre ou de consignes ou des leçons de maintien à recevoir des uns ou des autres. On a malheureusement aujourd'hui une défiance de la population vis-à-vis de ces politiques et sur ce sujet, c'est une véritable défiance. C'est même plus rationnel. Mais moi, je les comprends. Bon, nous sommes, et on la remercie, avec Marie-Lise Rivière, la maire de Tournissan dans l'Aude. Alors bon, la connexion n'est pas forcément bonne. On va essayer quand même de pouvoir échanger avec vous. Merci Madame la maire d'être avec les auditeurs de Sud Radio. Quelle est la situation à Tournissan? Est-ce que vous êtes obligés aujourd'hui de mettre en place des dispositifs bien particuliers pour le quotidien qui a été complètement secoué par ce terrible incendie? Sur ma commune, la population a été la première nuit, la nuit du 5 au 6, elle a été confinée dans la salle communale. On a appliqué les consignes que nous devons faire dans le cadre d'opérations comme ça, ou incendie ou inondation. Donc ils ont plus ou moins été, on va dire, convaincus du bienfait du confinement. Mais on va dire que nous n'avons pas trop souffert au niveau de la population des causes de l'incendie. Le plus difficile, c'était les fumées. Par contre, ce qui est à noter, que c'est un incendie qui est arrivé très très rapidement. Il a menacé les maisons, mais nous avions quand même là sur place des pompiers. Nous avions la gendarmerie qui a demandé le confinement aux personnes qui étaient dans le lotissement ou les plus à risque, on va dire, et des personnes du village, des bénévoles qui de suite ont fait le nécessaire pour pas que les flammes gagnent les maisons. Ça, c'est le premier point. Il y a une solidarité d'entrée. Actuellement, tout le côté montagneux, on va dire, du village a brûlé. Aïe. Voilà. Donc, oui, là, c'est tout gris, c'est fini. Ça repoussera, certes, mais il faudra du temps. Notre commune avait déjà connu ça il y a des années. On se rend compte que le pin qui a remplacé tout ce qui était avant un chêne ou autre végétation a gagné partout dans l'Aude. Et c'est ce qui fait que ce feu, peut-être, il était si violent, parce qu'il y avait un vent terrible. Les conditions étaient réunies. Et on a 3 années de sécheresse aussi. Elles étaient réunies pour que ce feu prenne autant d'ampleur. Voilà. Oui, parce que le pin est un arbre qui brûle beaucoup plus, c'est ça, hein? Ben oui. Il brûle plus vite et puis surtout les pommes de pin sautent et envoient le feu plus loin. C'est-à-dire ça projette. Le feu se projette aussi quand il y a du vent. Il peut aller très loin. Et on s'est rendu compte cette fois-ci, nous avions on avait beaucoup de vignes avant. Il y a eu plusieurs arrachages, surtout sur ma commune, puisque la cave coopérative a fermé. Elle a fusionné après avec une autre. Et on a beaucoup moins d'exploitants qu'avant, beaucoup moins de terrains qui sont cultivés. La vigne, c'est un coupe-feu par rapport quand elle est autour du village, elle le protège. Tandis que les arbres, au contraire, c'est un vecteur d'incendie. On en a besoin des arbres, je suis d'accord. Je suis pas du tout contre. Mais on a des essences comme le pin ou le cyprès qui sont très dangereuses. Voilà. Bon, alors c'est important ce que vous nous dites, parce que on a développé là tous ces thèmes déjà avec nos vraies voix autour de la table, et il y a une question qu'on se posait aussi. On a fait un débat sur le statut du maire aujourd'hui, parce que l'actualité a rattrapé vos confrères, vos consoeurs, Madame la maire Marie-Lise Rivière de Tournissan. Mais comment réagit la population face à l'urgence? Vous êtes active, vous avez mis des choses en place. Est-ce que la population arrive à garder son sang-froid? Est-ce que vous êtes l'objet de temps en temps de tensions? Non.
Moi, je n'ai pas ressenti ça. Non. Chez nous, non. On est une petite commune, moins de 300 habitants. Et donc, on se connaît à peu près. Et puis, je pense que quand il vous arrive des choses comme ça, on est très abasourdi sur le coup. C'est après qu'on va réfléchir. C'est après, peut-être. Mais sur notre commune, on peut parler des OLED. J'ai fait une réunion par rapport à ça. Les personnes savent que ça existe. Maintenant, tout le monde ne suit pas les consignes. Mais ça, c'est humain. C'est ce qu'on voit partout. Et les OLED est-ce que vous pourriez nous rappeler ce que c'est? Les ELD, c'est quoi? Les obligations légales de défrichement. Voilà. D'accord. C'est-à-dire qu'autour des maisons, il faut faire attention. Pendant des années, des personnes ont voulu avoir des maisons une maison construite sur une très grande parcelle, avec arboré, tout ça. Sauf que quand vous allez dans l'âge, que vous devenez vieux, on va dire, on peut utiliser le mot, eh bien, vous n'avez plus le courage ou alors vous n'avez pas le financement pour nettoyer votre parcelle, pour entretenir. Et ce manque d'entretien, c'est aussi un facteur, on va dire, pour le danger de l'incendie. Voilà. Bon, c'est très concret. Merci beaucoup, Marie-Lise Rivière. Bon courage à tous vos administrés, à vous. Beaucoup de travail. Donc, la commune de Tourny-Sang dans l'Aude. Bon courage à vous. Merci d'être intervenu en direct sur l'antenne de Sud Radio. Les trois vraies voix, merci. Vous avez été très pertinent. J'aimerais juste conclure sur cette histoire de réchauffement climatique. Si en 15 secondes, vous aviez un message à faire passer. On commence par vous, Nathalie Lebas. Alors, je pense qu'il faut que la société s'adapte, mais pas de manière punitive, de manière pragmatique et progressiste. C'est ce que dans les régions des Hauts-de-France, on a fait avec REV 3. Bien. Corinne Tapireau. Bien, moi, je pense que l'écologie doit appartenir à des sachants. Il faut se référer à l'expérience des agriculteurs, des viticulteurs, de ceux qui connaissent la terre, et arrêter de confier ces sujets à des gens qui ne sont là que pour faire le buzz sur les réseaux sociaux. Abdoulaye Kanté. 3 mots. Ouais. Éducation, prévention et responsabilisation. Merci.